Salut! Coucou, bonjour à tous. Alors je voulais revenir un peu sur différents sujets pêle-mêle qui ont fait l'actualité ces derniers temps. Alors dans un premier temps, je voulais un peu évoquer les émeutes qui ont eu lieu suite au décès de Naël, hein. Donc je rappelle, hein, Naël qui a été tué par un policier suite à un refus d'obtempérer. Donc dans cette affaire, il s'agissait de savoir quel était le degré de responsabilité du policier qui a porté le coup fatal. Donc ça, moi je ne suis pas juge d'instruction, je ne fais pas partie des services de l'enquête, donc je ne vais pas donner mon avis là-dessus, hein. Ce sera à la justice de déterminer si réellement le policier était en état de légitime défense ou que pour X raison il n'a pas pu faire autrement, hein, sachant que le petit Naël n'était pas un ange, hein, n'était pas un petit ange mais un délinquant notoire, hein, récidiviste, et qui, à défaut d'avoir un casier judiciaire, hein, puisqu'il était mineur, il avait déjà fait l'objet de plusieurs interpellations et il était connu défavorablement des services de police pour des faits de délinquance, hein, avec évidemment conduite sans permis, trafic de plaques d'immatriculation, défaut d'obtempérer, et éventuellement peut-être aussi trafic de stupéfiants, enfin bon, bref. Donc ceci expliquant cela, même si cela ne justifie pas forcément son décès. Bref, voilà. Ce que je voulais plutôt revenir sur les émeutes qui s'en sont suivies, donc qui au final ont été plus courtes que prévu, hein, parce qu'au début on faisait le parallèle avec les émeutes de 2005 qui avaient duré, je crois, au moins une dizaine de jours, et là, bon, en 4 jours, il y avait plus... Les émeutes ont à peu près cessé, même si en termes de violence et de dégradation, les émeutes de 2023 ont été beaucoup plus violentes que celles de 2005. Voilà. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que ces émeutes ont été dans un premier temps justifiées par la colère de certains jeunes de quartier qui voyaient en Naël en fait une victime innocente des forces de police, hein. Et donc ils sont servis de cette excuse comme prétexte pour tout casser, hein, piller des boutiques, alors soit des grandes enseignes, hein, type Foot Locker, Nike et compagnie, ou des petits commerces, hein, beaucoup de PMU aussi, et là, à la différence de 2005, on a quand même assisté à des pillages au sein même de centres commerciaux, de magasins type Action, Lidl, Conforama ou Casto ou Darty. Tout ça pour en fait ensuite évidemment revendre que ce soit du matériel IFI ou des vêtements de marque sur des sites internet, même type Le Bon Coin. On a vu des annonces fleurir, un pléthore d'annonces fleurir sur Le Bon Coin, qui proposait de vendre des lunettes, des bijoux avec encore le prix dessus, hein. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire en fait que on n'est pas du tout dans la même configuration que 2005. On assiste en fait à un véritable business. C'est vraiment un business. Alors j'y connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression un peu que c'est comme une société parallèle en fait, c'est-à-dire que certains jeunes de quartier qui ne se sentent absolument pas français, qui depuis leur naissance en fait sont dans une communauté qui prône quelque part la haine des valeurs françaises, la haine du mode de vie à la française, et qui ne se reconnaît absolument pas dans ce mode de vie. Et en fait, qui, dès le plus jeune âge, en fait, alors avec
avec l'influence des aînés, etc., des trafics, de trafics en tout genre, de ce milieu dans lequel ils évoluent, en fait, dans lequel ils grandissent, fait qu'ils ne se sentent pas appartenir à la société française. Et donc, en fait, ils ne vont pas s'insérer dès le plus jeune âge, en fait, même à l'école. Ils vont être déscolarisés, ils vont pas du tout chercher à s'insérer au niveau scolaire, et ensuite en grandissant au niveau social, c'est-à-dire qu'ils vont pas chercher à avoir une activité salariée, ils vont pas chercher à s'insérer professionnellement, ils vont vraiment rester dans leur groupe, en fait, dans leur communauté, et ils vont vivre de trafic, parce qu'ils vont chercher l'argent facile, en fait, ils vont vivre de trafic. Donc là, on a vu en l'occurrence que Naël était à bord d'une voiture qui faisait l'objet probablement d'un trafic de voitures de location en provenance de voitures polonaises avec des trafics de plaques d'immatriculation. Donc en fait, c'est tout un business. C'est tout un business qui est monté qui fait qu'ils se font de l'argent avec des trafics en tout genre, et vraiment des trafics élaborés. Hein. On est sur des reventes de matériel hi-fi, de vêtements, de voitures. C'est évident que ce n'est pas des voitures des agences de location de voitures françaises qui font ce type de trafic, parce que ça coûterait trop cher, parce qu'elles devraient payer l'écotaxe, tandis que là, quand elles se font importer ce type de voiture, elles ne payent pas tout un tas de taxes, et c'est comme ça qu'elles se font de l'argent. Donc en fait, on est vraiment au milieu d'un trafic de grande ampleur, hein. Vraiment des réseaux super bien ficelés, super bien organisés. Et en fait, ces personnes se revendiquent ne pas appartenir à la société lambda française. Et ils se servent aussi du prétexte de la religion, donc là, en l'occurrence, la religion islamique, pour un peu cracher leur haine de la France. Et dire, vous voyez, nous, on ne fait pas partie de cette société, c'est pas nous, nos parents, ils ont, entre guillemets, trimé comme des chiens pour engraisser la société française sans bénéficier des retombées économiques, c'est-à-dire qu'ils ont eu des jobs de misère où ils se tuaient à la tâche, tout ça pour avoir un salaire de misère, et qu'eux, ils ne veulent pas rentrer dans ce schéma-là, et donc ils s'inscrivent totalement à l'opposé de cette société où en fait ils voient leurs parents et leurs grands-parents comme limite comme des esclaves que la société française a utilisé, en fait, s'est servi d'eux pour s'engraisser financièrement. Donc en fait c'est beaucoup plus profond. Les causes de ces émeutes que je ne légitimise absolument pas, mais ont des causes beaucoup plus profondes que le simple fait de l'erreur peut-être policière, si c'est avéré qu'il y en ait une, puisque là encore c'est pas non plus avéré. Mais voilà, c'est-à-dire qu'ils vont se servir de la moindre soi-disant injustice, la moindre étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Donc c'est assez complexe hein, comme sujet, mais ça fait ressortir qu'il n'y a plus cette idée d'unité nationale, que vraiment il y a une communauté à part qui ne se sent pas appartenir à la France, qui est plus ou moins embrigadée par une religion, par une communauté, un trafic, un réseau qui font que ils ne se sentent plus appartenir à la France et ne veulent absolument pas s'assimiler aux mœurs et à la culture française. Voilà. Donc après, je voulais aussi revenir sur les cagnottes. Donc les cagnottes qui ont été ouvertes en faveur de Naël, enfin de la mère de Naël. Alors ce qui est assez aberrant quand même, c'est que le père de Naël, qui a été totalement absent
de l'éducation de son fils pendant toute son enfance et son adolescence, puisqu'apparemment il a fait de la prison, se pointe comme une fleur, alors qu'on n'en entendait pas parler, hein. Il n'a absolument pas participé à l'éducation de son fils, et il se pointe comme une fleur pour dire « Ah oui, ce qui s'est passé c'est affreux, je réclame justice pour mon fils, etc. » Je pense que potentiellement l'appât du gain de la cagnotte l'a fortement poussé à revenir se manifester comme étant le père de Nahel. Je pense que voilà, malheureusement, il y a vraiment des gens qui sont simplement intéressés par l'appât du gain. Je trouve ça assez pitoyable. Voilà. Donc, et surtout, ce qui a fait polémique, c'est la cagnotte qui a été ouverte en faveur de la famille du policier mis en examen, hein, donc pour homicide volontaire. Et donc là, c'est surtout effectivement le montant assez stratosphérique que la cagnotte a atteint. Hein, je crois en quelques jours, on est arrivé à 1 million, presque 1 600 000 euros. Je crois que même qu'on est arrivé à 1 600 000 euros en quelques jours. Donc beaucoup de personnes se sont émues du montant engrangé par cette cagnotte en disant que c'était absolument lamentable et absolument, à défaut d'être illégal, hein, puisque c'est absolument pas illégal, mais totalement contraire aux valeurs de la République, patati patata, parce que en fait on légitimait quelque part un potentiel criminel, hein, puisqu'il est quand même, il a tué Nahel, hein, après, reste à savoir dans quelles circonstances, mais bon, ça a posé beaucoup de questions en termes d'éthique. Mais dans ce cas-là, en termes d'éthique, puisque le policier est mis en examen, mais on pourrait aussi se poser également la question de la cagnotte ouverte en faveur de Nahel, puisque Nahel était aussi un délinquant. Donc, dans les deux cas, il y a les deux personnes ont commis des faits répréhensibles. Donc, dans ce cas-là, il faudrait interdire d'ouvrir des cagnottes pour toutes les personnes qui sont mises en examen, qui ont eu affaire à la justice, etc. Enfin, voilà, faut être logique des deux côtés. Sachant qu'ensuite, beaucoup de personnes ont poussé des cris d'orfraie, hein, face à ce montant vraiment très élevé. Mais il faut savoir quand même que la famille ne va pas toucher 1 600 000 euros, puisqu'il faut savoir qu'il va y avoir une bonne partie de cette somme qui va être absorbée par l'État, qui va être taxée en fait. Et je crois même qu'il y a 60% de cette cagnotte qui va partir dans les poches de l'État. Donc en fait, si on y réfléchit, c'est un peu tout bénef pour l'État qui récupère de l'argent à moindre frais. Ça aussi, il faut le savoir, c'est que les deux familles, d'un côté comme de l'autre, ne vont pas toucher l'intégralité de la cagnotte. Voilà. Alors après, d'un point de vue moral, c'est vrai que ça pose la question de qui est légitime à ouvrir une cagnotte. Parce qu'on se dit, bah, par exemple, moi j'aime pas mon voisin, je vais aller lui tirer une balle, je vais dire qu'au final c'est de la légitime défense, hein, et puis je vais ouvrir une cagnotte parce que je suis placée en garde à vue et que j'ai besoin d'argent parce que ma famille a besoin de me soutenir financièrement, etc. Elle a besoin de payer les frais d'avocat, les frais de justice, je ne sais quoi. Ouais, c'est vrai que ces cagnottes, moi ce qui m'a le plus choqué là-dedans, c'est que les cagnottes qui sont ouvertes vraiment pour des gens qui en ont besoin, des gens qui ont été vraiment victimes de quelque chose d'injuste. Je pense par exemple à des victimes d'accidents de la route qui se retrouvent handicapées, qui ont des séquelles irréversibles, comme par exemple les victimes de l'accident causé par Pierre Palmade, qui ne savent pas si elles vont pouvoir retravailler potentiellement. Là, je trouve ça légitime de leur donner de l'argent, de faire des dons d'argent,
Pareil pour des personnes qui sont malades, des fois tu as des cagnottes qui sont ouvertes pour des gens qui ont des maladies très lourdes, des cancers en phase terminale, et notamment chez des jeunes enfants ou des adultes d'ailleurs, et qui en fait ouvrent des cagnottes pour essayer de payer les frais médicaux et potentiellement ensuite les frais d'obsèques pour que la famille du défunt n'ait pas de trop frais, de trop grosses dépenses ensuite à, à engager pour financer les frais médicaux, les frais d'obsèques et ensuite pour avoir un peu d'argent pour s'en sortir financièrement. Là, c'est des cagnottes qui sont tout à fait légitimes. Et moi, ce qui me choque, c'est que malheureusement, ce type de cagnotte, ce sont des personnes qui ne sont pas connues, qui ne font pas l'objet de... qui ne sont pas sur la scène médiatique, elles ne font pas l'objet de publicité, et donc en fait ces personnes qui ne sont pas connues vont engranger quelques milliers d'euros, et souvent ça ne suffit même pas à couvrir les frais médicaux, et oui, ça c'est choquant parce que c'est là quand même la différence la différence de montant au niveau des cagnottes par rapport à des gens qui en auraient véritablement besoin et qui au final ne vont pas pouvoir engranger assez d'argent pour tout financer, face à des gens qui vont se retrouver comme ça au cœur de la scène médiatique, avec des médias qui vont en parler pendant des jours, 24 heures sur 24, et qui au final vont se retrouver avec des sommes astronomiques. Et c'est vrai que là, potentiellement, ça pose une question de légitimité à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, dernier point, donc s'agissant de la disparition du petit Émile. Donc j'avais déjà fait une vidéo là récemment où je donnais un peu mon ressenti, enfin surtout les thèses potentiellement, les pistes potentiellement possibles s'agissant de cette disparition et de l'enquête qui est menée. J'ai vu passer aussi des thèses complètement farfelues et totalement fantaisistes, bon, qui parlaient d'un loup qui aurait enlevé le petit Émile. J'ai dit que c'était totalement invraisemblable. J'ai vu aussi passer des histoires d'oiseaux. Alors un vautour, un aigle, ou je sais pas, un gros rapace qui aurait enlevé le petit Émile. C'est complètement improbable, c'est pareil, on n'est pas dans un épisode de Tintin. Vous savez, là, l'épisode de Tintin où le chien de Tintin, un Milou, se fait enlever, je crois, par un condor. Il se fait enlever par un condor qui le récupère dans son nid dans les montagnes, excusez, de l'Himalaya, ou je plus de l'Amérique du Sud. On n'est pas là, quand même. On est dans les Alpes de Haute-Provence, donc effectivement, il y a des rapaces, voilà, il y a des oiseaux de proie, mais en général, c'est pas des rapaces d'une taille imposante qui seraient capables d'enlever un petit enfant qui fait quand même déjà 90 cm de haut. Donc un petit enfant qui se fait enlever comme ça en pleine journée. Alors personne n'a rien vu, évidemment, personne n'a rien vu. Donc tu as l'oiseau de proie, il va fondre sur le petit gamin, il va le prendre dans ses serres acérées et puis il va l'amener dans son nid. Non mais il faut arrêter, arrêter avec les histoires de loup-garou. On n'est pas dans le petit chaperon rouge non plus. Dans cette histoire, je pense que s'il y a un loup, c'est l'être humain. On sait bien que l'homme est un loup pour l'homme. Donc le loup-garou dans l'histoire, je pense qu'il a plus une apparence humaine qu'une apparence lupoïde. Enfin, bon, bref, trêve de plaisanterie. Donc voilà. Donc à ce jour, on n'en sait pas plus. Évidemment que les enquêteurs ont sûrement tout un tas d'éléments qu'ils gardent pour l'instant en leur possession sans les communiquer aux médias, ce qui paraît logique. Il faut bien préserver le secret de l'instruction. Donc toutes les divagations qu'on peut voir sur Internet, les supputations, le bavardage sur ah oui c'est peut-être un tel, ah oui c'est peut-être un tel, ah oui mais... En fait on n'en sait rien puisqu'on n'a pas d'éléments. On n'est pas, on connaît pas l'histoire, on ne sait pas qui était potentiellement présent dans la résidence secondaire des grands-parents. Voilà, tout ça n'est que supputation. À
après, on peut faire des hypothèses, évidemment, s'agissant d'un éventuel enlèvement et d'un éventuel accident. En subodorant que cette disparition, qui n'en est pas forcément une, a lieu dans l'entourage plus ou moins proche de la famille. Ça paraîtrait un peu logique. Mais voilà, on n'a pas... Enfin, ce qui est assez frappant dans cette affaire, c'est que on n'a pas beaucoup d'éléments de communiquer, que ce soit sur les membres de la famille, puisqu'on sait quand même, contrairement à ce que l'enquête disait au début, enfin ne disait pas, mais laissait supposer qu'il y avait le petit Émile avec ses grands-parents qui étaient tous les trois, que là, et on a appris qu'il y avait quand même eu une réunion familiale, sans que les parents du petit Émile soient présents, mais d'autres membres de la famille et potentiellement leurs conjoints, ce qui fait beaucoup de monde à auditionner, et également les portables à borner, voir qui était là au moment de la disparition, est-ce qu'il y a des personnes qui sont parties avant ou après la disparition, tout ça est très flou. Pareil, les voitures, etc. Faut savoir que le hameau du Haut-Vernay, attention, hein, parce que le Haut-Vernay, il y a le haut et le bas. Enfin, le village du Vernay, il est composé de deux patelins. Il y a le Haut-Vernay qui est à flanc de colline, là où il y a tout au plus une trentaine, ou entre 15 et 30 habitations. Et il y a donc la rue principale ensuite qui descend vers le Bas-Vernay, où là, potentiellement, il y a plus d'habitations. Donc ça fait quand même beaucoup d'endroits à fouiller. Alors je ne sais pas, ils ont dit qu'ils avaient fouillé les habitations du Haut-Vernay, mais est-ce qu'ils ont procédé aux fouilles des habitations qui se trouvent dans le Bas-Vernay? Ça, c'est autre chose. Est-ce que potentiellement, dans le Bas-Vernay, est-ce qu'il y avait potentiellement des Airbnb, des logements de tourisme? Peut-être, hein. Donc, voilà, il y a beaucoup de pistes à explorer. Ce qui reste à peu près sûr, c'est que l'hypothèse de la fugue, entre guillemets, du petit Émile, qui se serait égaré puis perdu ensuite dans le périmètre du village, enfin aux alentours du village, là, ça paraît quand même assez peu probable. Ça paraît assez peu probable, étant donné les fouilles qui ont été menées les 2 ou 3 jours suivant sa disparition et qui n'ont rien donné. Après, il y a tellement d'hypothèses que c'est compliqué de se faire une idée, surtout avec le peu d'éléments dont le public dispose. Hein. Donc voilà, c'est assez flou tout ça. Il faut espérer que les jours qui viennent puissent un peu éclaircir cette affaire et qu'on puisse avoir une bonne nouvelle, c'est-à-dire retrouver le petit Émile vivant. Sachant que aussi certains avaient fait le parallèle aussi sur des histoires, des faits divers qui avaient lieu il y a une trentaine d'années, notamment avec la disparition du petit Yacine dans un village, je crois, qui était distant du Haut-Vernay d'une 60aine de kilomètres, qui avait un peu disparu dans les mêmes circonstances. Alors c'était en 1989, il me semble. Donc le petit Yacine qui jouait dans le jardin avec ses frères et sœurs, donc avait 3 ans. Il aurait dit à ses frères et sœurs qu'il allait voir des chiots, une portée de chiots qui venait de naître chez le voisin ou vraiment à côté de chez lui. Et donc, pareil, hein, il a disparu, il n'a jamais été retrouvé, malgré toutes les fouilles qui avaient pu avoir lieu juste après sa disparition et même plusieurs mois après. Alors, il me semble qu'ils ont retrouvé ensuite, je ne sais pas si c'est quelques mois après ou 1 ou 2 ans après, dans un bois ou dans la nature, des vêtements appartenant au petit Yacine, qui avaient été mis en évidence. Hein.
Donc c'était vraiment quelqu'un, je pense, qui les avait déposés récemment, et pour montrer je ne sais quoi, hein, mais malheureusement cette disparition n'a jamais été élucidée. On n'a jamais pu déterminer qui était responsable dans cette histoire, qui avait pu enlever ce petit enfant. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec l'affaire actuelle, la disparition actuelle du petit Émile? Je pense pas, hein. Ça voudrait dire que potentiellement le tueur ou celui qui s'en était pris au petit Yacine serait le même que celui qui s'en est pris au petit Émile 30 ans après. Ça paraît un peu improbable, mais bon, voilà. Après, ce village, il est quand même... il y a quelque chose d'assez malsain. Enfin, il y a plein de rumeurs, hein, qui courent. Il faut savoir qu'il y avait eu aussi un accident d'avion il y a quelques années de ça. C'est un pilote de ligne, je crois, un pilote d'avion qui avait fait cracher volontairement, sciemment, son avion à proximité du village, qui s'était suicidé, hein, carrément. Et il avait entraîné avec lui, malheureusement, tous les passagers de l'avion qui étaient décédés. Et ce crash avait eu lieu pas loin du Haut-Vernay. Donc c'est vrai que ce village, en fait, quand on fouille un peu, il a fait l'objet de pas mal de faits divers, hein, pas mal de disparitions, d'accidents. Donc il y en a qui disent que ce village serait un peu maudit, et que d'ailleurs les habitants du hameau du Haut-Vernay cacheraient des choses ou ne voudraient pas tout révéler, ne voudraient pas tout dire, que même des potentiels touristes qui se seraient aventurés dans le Haut-Vernay n'auraient pas bien été accueillis et qu'on leur aurait même demandé de partir. Donc Dieu là à dire que effectivement les habitants cachent des choses et ne voyaient peut-être pas d'un très bon œil cette famille très croyante, nombreuse, très croyante, très fervente, élevée dans la foi catholique, de là à dire que c'était un peu une famille sectaire qui se mélangeait pas aux autres, bah, il n'y a qu'un pas, hein, que certains ont franchi allègrement. Moi personnellement j'en sais rien, mais c'est sûr qu'il y a une piste à creuser, surtout notamment du côté de la réunion de famille, puisque ce qu'on sait, c'est que donc les grands-parents sont assez jeunes, hein, ils sont pas encore à l'âge de la retraite, donc ils ont une cinquantaine d'années. Les parents du petit Émile ont dans les 25 ans, donc ils sont très jeunes aussi. Alors la mère du petit Émile est la fille aînée en fait de la fratrie, je ne sais plus s'ils sont 9 ou 10 frères et sœurs, et donc ça veut dire que les enfants des grands-parents, donc les frères et sœurs de la mère du petit Émile, sont des jeunes adultes d'une vingtaine d'années, ou même pour les plus jeunes encore adolescents et mineurs. Donc voilà, est-ce que ces enfants-là, ces jeunes adultes et adolescents avaient des petits amis, des copains qui venaient jouer également au cours de cette réunion familiale, et qu'il y a eu un accident, ou potentiellement une personne de l'entourage qui avait de mauvaises intentions à l'égard du petit Émile et qui a cherché à l'enlever parce qu'il y avait des idées derrière la tête, mais sordides. Voilà, ça fait énormément de pistes à creuser, beaucoup de choses à vérifier, et donc voilà, il faut laisser faire le travail d'enquête. Ce qui est un peu gênant, je trouve, c'est que juste après la disparition, les pompiers, pas les pompiers, pardon, les gendarmes se soient orientés tout de suite sur la piste de la disparition, de la fugue du petit Émile, sans se pencher tout de suite sur un éventuel enlèvement, un éventuel accident. Peut-être que ça aurait pu faire bouger les choses plus rapidement. Mais bon, voilà. Donc, faut espérer que cette disparition est un dénouement positif et qu'on puisse en savoir plus dans les prochains jours. Voilà, à suivre.